Bonjour à tous, bienvenue dans cette cinquième émission de la deuxième saison du Bistrot à l'Elox. C'est la trêve dans le championnat de Ligue 1, mais ce n'est pas la trêve pour le Bistrot. Aujourd'hui, nous vous proposons pour cette cinquième émission une spéciale formation avec un invité exceptionnel, Jean-Michel Vondam. Merci. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonjour Jean-Michel. Alors, pour accompagner Jean-Michel, nous avons les piliers de bistrot. Parmi les piliers de bistrot, une équipe que vous connaissez bien. Nous commençons avec Julien des Dogs de Paris. Bonsoir à tous. Nous avons ensuite Georges, notre supporter lillois de Dunkerque. Bonsoir Georges. Salut les gens. Nous avons Baptiste, donc de la page Breaking Dose et acteur du site Aléolosque. Bonsoir Baptiste. Bonsoir François, bonsoir à tous. Et ensuite Stéphane des Dogs du Net qui nous a rejoint ce soir. Bonsoir tout le monde. Je vous rappelle, avant de rentrer dans le vif du sujet, et j'essaierai de ne pas l'oublier cette semaine, que nous avons une place à vous offrir pour le match Lille-Séville de la semaine prochaine. Un match qui se déroulera au stade Pierre-Mauroy, mercredi 20 octobre à 21h. Jean-Michel, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue au Bistrot d'Aléolosque. On a voulu te recevoir car nous avions beaucoup de sujets sur la formation. Tu es revenu en fin de saison dernière pour mettre en place cette politique de formation avec la nouvelle équipe donc d'Olivier Létang. Comment peut-on résumer ce nouveau projet de formation? C'est quelque chose qu'Olivier, le président, a voulu remettre au goût du jour, comme tu l'as dit. La formation au LOSC n'était plus vraiment quelque chose de considéré comme ça l'a toujours été. Même si ça existait encore et même si le club mettait des moyens quand même sur le plan financier, l'ancienne équipe dirigeante, on ne peut pas dire qu'ils ne mettaient pas de moyens, mais ça n'était pas véritablement une priorité pour eux. La priorité étant de recruter des joueurs à l'âge de 19, 20 ans, qui étaient quasiment directement capables de jouer au niveau de l'équipe professionnelle, ce qui peut se comprendre et ce qui peut d'ailleurs être extrêmement intéressant puisque ça a marché. Mais par contre, la formation telle qu'on la concevait nous auparavant, avec notamment M. Sédou et ce qui avait été réalisé, n'existait plus vraiment, quoi. Elle existait parce qu'elle devait exister. Juste pour faire un point de comparaison précis, on a été champion de France cette année avec quasiment 0 joueur issus du centre de formation du LOSC. Et il y a 10 ans, quand on est champion de France, il y a 50% de joueurs qui sont issus du centre de formation, ce qui n'est quand même pas tout à fait la même chose. Et ça a aussi un impact économique fort, puisque même si l'équipe était, elle est toujours d'ailleurs extrêmement brillante en termes de potentiel, ça a coûté quand même beaucoup plus d'argent, quoi. Et aujourd'hui, comme il y a quelques soucis financiers dus à certaines dépenses qui ont été faites quand même d'une manière peut-être parfois un peu excessive, Monsieur Létang est revenu pour essayer de remettre le club à flot sur le plan financier et en essayant de s'appuyer sur ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire de former nos propres richesses et d'avoir un véritable projet, un projet de formation, en remettant un peu oui, la formation au cœur du projet LOSC, ce qui n'était plus vraiment le cas. Donc finalement, on a beaucoup commenté les raisons financières de l'arrivée d'Olivier Létang et du groupe Merlin. La formation, la révision de la politique formation, c'est devenu presque une nécessité pour la survie financière du club. On peut dire ça comme ça. Aujourd'hui, alors le seul problème de la formation étant que il était beaucoup plus rapide de faire une équipe comme les dirigeants précédents l'ont créé, hein, parce que à coup de dépenses quand même assez importantes, on a une équipe un peu plus rapide. Je trouve comparé, c'est ce que je disais à certains de vos collègues ou à Stéphane Dallé-Lille,
centre de formation, une équipe professionnelle, c'est comme un hors-bord. Hein, quand on veut changer de direction, ça peut très vite, on peut très vite tourner. La formation, un centre de formation, c'est comme un paquebot. Ça tourne beaucoup moins vite qu'un hors-bord. Donc, si on veut vraiment faire en sorte de remettre la formation sur la bonne direction, il va falloir attendre au moins 2 ans. Donc, je pense qu'il y a des joueurs qui vont commencer à apparaître, mais je pense que l'objectif de M. Létang, l'objectif du président, c'est très simple. C'est d'avoir, d'ici 3 ans, 6 joueurs capables de jouer quasiment dans le 13-14 majeur issus de la formation. Donc, pour qu'il y ait 6 joueurs issus du 14 majeur, je pense qu'il faudra 2 à 3 ans. Voilà. Quel constat tu as fait en arrivant, en revenant finalement au centre de formation? Parce que beaucoup d'internautes s'étonnent de voir finalement un domaine de Luchin qui est un outil de travail absolument remarquable et des classements de centres de formation qu'on a pu voir l'année dernière où on voit Lille classé plutôt en fin de classement qu'en début. Quel est le bilan que tu en as fait en arrivant? C'était un problème d'organisation, un problème de recrutement, un problème de partenariat? C'est un problème de tout. Je veux dire, déjà, si je devais résumer la formation avec la petite expérience que je peux avoir aujourd'hui, je dirais qu'il y a 3 ingrédients essentiels. Il faut, au départ, trouver de la matière première intéressante, c'est-à-dire recruter des gamins qui ont un vrai bon niveau à la base, parce que vous pouvez travailler jour et nuit. Si les gamins que vous avez au départ, ils n'ont pas un certain talent, une certaine compétence et des qualités pour faire quelque chose, ça sera difficile. Donc, une matière première intéressante. La deuxième chose importante, c'est un concept pédagogique bien pensé, bien huilé, et avec des bons professeurs pour l'animer, des bons éducateurs, des bons formateurs. Je dis bien des bons formateurs, parce que dans les centres de formation, parfois, il y a des bons entraîneurs, mais pas des bons formateurs. Et croyez-moi, ce n'est pas du tout la même chose. Hein, parce que finalement, gagner les matchs, c'est bien, mais former des joueurs, c'est différent et c'est autre chose. Sachant quand même que quand on a de bons joueurs et qu'on les forme bien, normalement, on doit gagner les matchs. Et la troisième chose importante, qui est aussi importante que les deux autres, c'est l'ouverture vers le haut niveau. Ouverture vers l'équipe professionnelle. Parce qu'avec M. Seydoux, quand on était en place, et moi je suis passé du statut de directeur de centre de formation au statut de directeur sportif par la suite, et on a réfléchi à comment il fallait faire pour justement favoriser l'entrée de jeunes talents au sein même de l'équipe professionnelle. Et ça, ce n'était pas du tout d'actualité. Et donc, vous pouviez même à la limite avoir de bons joueurs, un concept pédagogique qui valait ce qui valait, mais surtout, il n'y avait pas l'ouverture vers le haut niveau. Parce que ce n'était pas nécessaire en plus. Parce que quand vous voyez l'équipe qui a performé l'année dernière, il n'y avait pas tellement lieu d'y amener des jeunes, des jeunes en plus, puisque l'équipe a été déjà relativement jeune et construite quand même avec certains joueurs anciens. Et donc, ramener des plus jeunes là-dedans, c'était pas pas nécessaire, c'était pas la volonté du club. Par contre, quand on a beaucoup d'argent, quand on peut acheter énormément des joueurs comme Bamba, comme Ikoné, comme Jonathan David, etc., ben, c'est super. Ils se sont dit pourquoi s'emmerder à attendre qu'un 12 ans ou qu'un 13 ans mettre 5 ou 6 ans pour jouer en professionnel. Donc, on va gagner du temps. Voilà. Seulement, le résultat, il est que même en ayant été premier, même en jouant la Coupe d'Europe aujourd'hui, il y a un contexte économique qui est un peu compliqué. Et quand vous discutez avec Olivier Létang, si vous écoutez bien ce qu'il vous dit, c'est quand même très inquiétant. Et donc aujourd'hui, Olivier Létang gère les affaires courantes, il le fait le mieux possible et avec toutes ses compétences. Il essaie quand même de garder une équipe qui tient la route, parce que je pense que l'équipe professionnelle du LOSC aujourd'hui tient la route, seulement il pense à l'avenir et je pense que c'est la raison pour laquelle il est venu me rechercher et j'espère pouvoir très vite obtenir toute une équipe de formateurs avec laquelle, parce que tout seul on n'est rien, hein. Faut savoir que la formation c'est pas moi, la formation c'est nous et c'est l'équipe que je vais pouvoir mettre en place
et pouvoir développer aussi bien une équipe de formateurs qu'une équipe de scouts, de recruteurs, parce qu'il faut qu'on trouve la meilleure matière première. Et puis, donc, il faut aussi qu'on ait un plan de recrutement de jeunes talents qui soit intéressant. Et aussi, on remette les valeurs de notre région, les valeurs de notre métropole lilloise. Moi, je considère qu'au LOSC, il doit y avoir l'équipe des 17 ans nationaux, par exemple. Elle doit être composée de 90% de joueurs issus du Nord-Pas-de-Calais. Voilà. Et les 10% qui restent, c'est des joueurs qu'on va aller chercher ailleurs parce qu'on ne les a pas à la maison. Mais déjà, essayons de redonner une véritable identité à notre équipe. Et il n'y a rien de tel que d'avoir des joueurs qui savent ce que c'est que le LOSC, qui ont déjà l'amour du club, l'amour du maillot, et au moins chez les jeunes. Après, ils iront dans les clubs dans lesquels ils voudront aller quand ils auront performé. Mais au moins, essayons de remettre ces valeurs-là au cœur même du projet, avec toute l'éducation nécessaire, tout l'accompagnement nécessaire. Je dis toujours aussi que pour moi, il ne peut pas y avoir de bonne formation s'il n'y a pas une bonne éducation. Voilà, donc on essaie aussi, on a passé beaucoup de temps, moi ça fait 5 mois que je suis revenu, j'ai passé beaucoup de temps à remettre des valeurs en place, à remettre une éducation en place. Moi, j'ai trouvé des gamins qui traversaient le terrain d'entraînement pour aller d'un endroit à l'autre, le terrain principal, qui revenaient avec leur crampon plein de boue, qui ne mettaient pas de protège tibia. Voilà. Tous ces petits détails, toutes ces petites choses, toute cette rigueur-là, on l'a remise en place. Vous voyez, parce que alors c'est pas ça qui va faire des grands champions. Par contre, on va commencer par le commencement et on va commencer par respecter les valeurs qui ont toujours été inculquées et qui ont toujours été importantes au LOSC. Parce que si on commence comme ça, tout le monde va se dire derrière, attention, on ne peut pas faire n'importe quoi ici. Quelqu'un a une question à poser à Jean-Michel? Stéphane, tu veux commencer? Oui, je veux bien commencer parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes qui ont été, beaucoup de sujets qui ont été avancés. Moi, j'en prends un parmi tous. Donc, ça veut dire que les joueurs, mais les éducateurs, là, c'est un point aussi important et peut-être plus compliqué parce que les éducateurs sont peut-être en poste aussi quelque part. Donc, là, tu as déjà commencé ou à bâtir une nouvelle équipe ou à faire une liste de noms parce que c'est pas simple là. J'ai commencé à essayer de mettre en place des formateurs qui représentent ce que moi j'appelle justement l'ADN du club, etc. J'ai pris en venant, par exemple, 2 garçons que peut-être vous connaissez, qui s'appellent Stéphane Pichot et Sébastien Penacchio. Pourquoi? Parce que ces garçons-là vont m'accompagner dans ma philosophie, ma manière de voir les choses. Je pense que c'est important d'avoir des gens, d'abord, qui connaissent bien le club, qui se sont bien comportés dans le club, bien comportés en tant que joueurs, mais pas que, bien comportés aussi en tant que valeur d'exemple. Et ça, c'est important. Et j'essaie d'en faire venir d'autres. Après, pour l'instant, je ne peux pas me permettre, nous ne pouvons pas nous permettre économiquement de faire tout ce qu'on aurait voulu faire, mais on y travaille et on sait que dans le temps. Après, je fais aussi de la formation de formateurs, comme je l'ai fait tout au début quand j'ai commencé avec M. Sellou, parce qu'on ne roulait pas non plus trop sur l'or à ce moment-là. Et c'est aussi de former notamment les éducateurs chez les plus petits et leur donner les bases de travail, etc. Et puis bon, ce qui a surtout changé, c'est aussi au niveau de la méthode de travail et de la philosophie au niveau de cette méthode de travail. Quand je suis arrivé, les joueurs travaillaient quasiment au travers d'une méthode qu'on pourrait qualifier de globale. Il n'y avait plus de tests de réaliser, plus de tests physiques, plus de tests athlétiques, plus de tests au niveau psychologique ou mental. On globalisait un peu tout et puis on faisait une espèce de mayonnaise que je ne critiquais pas en soi, parce qu'il y avait de bonnes choses dans ce qui était réalisé. Mais bon, moi je dis que même si on doit vivre dans une équipe et que l'équipe reste quand même quelque chose d'important et qu'on doit apprendre à trouver sa place et à vivre avec les autres, individualiser le travail, pour moi, c'est déterminant parce qu'on n'a pas tous les mêmes qualités. Dans des équipes, vous avez des joueurs qui sont très rapides et qui ont moins de technique. Vous avez des joueurs qui sont extrêmement techniques, qui ne sont pas costauds et qui ont du mal à aller dans les duels.
Voilà, n'attendons pas qu'ils aient 18 ans ou 19 ans pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui déconne. Mettons en place des choses pour programmer, etc. Moi, je crois énormément au départ à l'évaluation. C'est ce que je fais. La deuxième chose aussi, c'est qu'une fois qu'on a fait l'évaluation, on met en place toutes des préconisations, des tests permanents pour voir l'évolution et on contrôle. Et puis, j'essaie aussi de beaucoup discuter avec les jeunes parce que c'est important. Et puis, les générations d'aujourd'hui, les jeunes qu'on récupère, ils ont besoin d'échanger parce qu'on dit, ouais, maintenant, ils ont plus, ouais, ils sont un machin, ils sont impolis, ils n'ont pas été ceci, ils n'ont pas été… C'est connerie tout ça, c'est connerie. Les jeunes, si on leur parle bien, si on est respectueux vis-à-vis d'eux, si on échange avec eux, et si on met du cœur dans le projet humain qu'on doit faire, on ne va pas les perdre. Il y aura toujours quelques petits qui vont s'égarer parce qu'on ne peut pas garantir à 100%. Mais si on respecte ces gamins, quel que soit l'endroit d'où ils viennent, l'éducation qu'ils ont reçue, je vous promets qu'on arrive toujours à s'en sortir. Les gamins sont comme ça, ils sont peut-être parfois un peu farouches, mais quand on sait les prendre et quand on sait les former, on arrive à en tirer quelque chose. Et puis, on ne gagne pas les guerres non plus avec des moutons. Donc il faut aussi qu'ils aient du caractère. Il faut accepter ça. Moi, je leur dis quand je les reçois avec leurs parents, écoutez, c'est très simple. Moi, je vais essayer de communiquer sur votre onde de communication. Parce que j'ai plus de 60 ans, ce n'est pas à vous de communiquer sur mon onde de communication à moi. Donc, moi, je vais faire l'effort d'essayer de parler de faire des phrases que vous comprenez, de parler avec vos mots, etc. Donc, ça, je vais venir vers vous. Par contre, les valeurs de mon grand-père, les valeurs de mon père, les valeurs de mes enfants, ça, ce n'est pas galvaudable. On ne peut pas toucher. Le respect, la politesse, arriver à l'heure, respecter l'adversaire, respecter nos partenaires, etc. Et on met des codes avec eux et on a fait notre propre règlement intérieur aussi. Et comme ça, comme on a des codes, comme on a fait notre propre règlement intérieur et qu'ils l'ont signé, celui qui en déroge, tant pis pour lui, il l'a signé, donc il doit être en mesure de l'accepter. Donc on met déjà ces valeurs en place. Voilà. Et après, j'ai développé deux choses, la remise en place du travail physique, parce que vous les voyez, les matchs de Champions League, vous les voyez, les matchs de haut niveau. C'est des matchs où l'intensité, elle est terrible. Donc, un joueur de haut niveau, c'est quelqu'un qui doit être, certes, avoir une bonne technique, une intelligence de jeu, mais c'est aussi quelqu'un qui doit être en capacité à faire des efforts à très haute intensité et surtout être en capacité à les respecter. Parce que l'exigence de ce niveau-là est tellement importante, et il y a tellement de duels, il y a tellement de combats, il y a tellement de répétitions des efforts qu'il faut préparer ces gosses à tout ça et savoir les sortir de temps en temps de leur zone de confort, hein, parce que quand on laisse ces gamins dans une zone de confort, on ne leur rend pas service. Voilà. En dehors de cette éducation aux règles de vie, et c'est une question de Rico sur le forum ELOSC. Est-ce que vous avez des partenariats avec, par exemple, des établissements scolaires pour leur donner des formations diplômantes, pour les préparer non seulement à leur vie de futur pro, mais parfois aussi à l'échec, parce que finalement, très peu arrivent à en faire leur profession? Alors, il y a deux questions dans une. Il y a la formation scolaire et la notion d'échec. Au niveau, je vous explique rapidement comment ça se passe. Au LOSC, on fonctionne finalement avec les établissements scolaires. Donc, il y a l'école primaire. Donc, ça, c'est nos 7-10 ans. 7-10 ans, c'est l'école primaire. Là, on ne gère pas l'école. Les enfants viennent 3 fois à l'entraînement dans la semaine, ils jouent un match le samedi. Okay, donc, ils s'entraînent le soir à 17h30 et ils repartent chez eux. Voilà. Par contre, on a mis des navettes de ramassage en place pour les amener et pour essayer d'aider les parents qui ont parfois plusieurs enfants, etc. Mais on ne gère pas la scolarité. À partir de la sixième à la troisième, donc au collège, on est en partenariat avec le collège Lavoisier. Et là, on s'entraîne sur les terrains de l'Iris Club de Lambersart, qui ne s'appelle plus comme ça maintenant, puisqu'il y a une fusion, mais je ne me rappelle plus du nouveau nom. Et il y a une fusion entre les deux clubs, mais là où le fameux terrain là-bas, Guy Lefort à Lambersart, et là, toutes nos équipes de préformation
s'entraînent là-bas et on a un partenariat avec le collège Lavoisier. Et après, quand ils passent en seconde jusqu'à la terminale, eh bien là, les cours sont donnés au domaine de Luchin. Et c'est les professeurs qui viennent directement faire les cours au domaine de Luchin. Donc ça, on essaie de les accompagner justement parce qu'il faut qu'ils aient un bagage scolaire, un bagage intellectuel qui soit de qualité, et on essaie de les accompagner le mieux possible dans ce domaine-là. Et s'ils se sont donné la peine d'être des gens sérieux et de bien bosser intellectuellement, mais aussi au niveau du foot, même s'ils ne réussissent pas directement au LOSC, ils trouveront quelque chose dans d'autres clubs ou dans d'autres structures, parce qu'on estime que former, c'est bien évidemment essayer de former au maximum pour que ça réussisse pour notre club, mais que, tout le monde ne réussira pas, et qu'il faut, notre boulot de formateur, c'est de faire en sorte que même s'ils ne réussissent pas au LOSC, ils réussissent dans la vie. On t'écoute avec beaucoup d'attention sur les réseaux sociaux et parmi les piliers du bistrot. On va quand même leur laisser la parole aux piliers du bistrot. Julien, est-ce que tu as une question à poser à Jean-Michel? On ne t'entend pas, Julien. Ton micro est coupé. Ah, pardon, je disais que j'en ai plein des questions. 90% des jeunes 17 nat issus de la métropole, ça veut dire que ça remet au cœur de ton projet les clubs partenaires sur la métropole qui avaient peut-être été un peu abandonnés? Alors, moi, je crois énormément à la métropole lilloise déjà, parce que quand on voit le nombre d'habitants qu'il y a dans la métropole lilloise, il y a déjà de quoi faire. Je crois énormément au Nord-Pas-de-Calais, parce que vous avez plusieurs millions d'habitants. Et quand on sait, je discutais avec Olivier Létang de ça, qu'un pays comme l'Uruguay possède entre 3 et 4 millions d'habitants et qu'ils arrivent à faire une équipe nationale qui est capable d'emmerder le Brésil, d'emmerder l'Argentine, etc. Je me dis, est-ce que nous, on ne pourrait pas tout simplement espérer avoir une équipe de Lillois avec 5 ou 6 gamins qui seraient issus des Hauts-de-France, sachant que les Hauts-de-France, c'est l'Oise, c'est la Somme, c'est tout ça. Moi, je pense qu'il faut quand même qu'on regarde chez nous et qu'on aille chercher ailleurs quand il n'y a pas chez nous. Mais j'estime que d'abord, il faut qu'on regarde chez nous. Donc, alors, je ne me suis pas fixé l'objectif d'avoir une équipe première qu'avec des jeunes joueurs de la métropole ou du Nord-Pas-de-Calais, même si j'en rêverais. Mais comment dire, je ne suis pas non plus fou et je ne vis pas dans l'utopie. Mais ça, voilà. Mais j'avais d'autres rêves qui sont passés. Je rêvais un jour que mes deux Buchy de 13 ans et 14 ans ou de mes cabailles deviennent les Steven Gerrard de Liverpool. Voilà. Et puis on s'est rendu compte qu'aujourd'hui le football était passé à autre chose et qu'on devait vivre avec son temps. Mais c'est sûr que de faire une équipe moins de 17 ans, ce n'est pas un projet utopique. La question, c'est les clubs partenaires de la métropole. Alors les clubs partenaires de la métropole, aujourd'hui, on essaie d'avoir 2 clubs élites qui nous entourent, le nouveau club de Lambersart et on a proposé le club de Wascal, qui est un club qui travaille très très bien, hein, et on estime que ces 2 clubs-là devraient être des clubs dans un partenariat élite. Et après, nous avons, je ne sais plus le nombre en tête, mais nous avons 30 ou 40 clubs avec lesquels ils sont des clubs partenaires, amis, avec lesquels nous sommes en relation directe et où on a des échanges sur le plan technique. On leur fait des séances d'entraînement, il y a des séminaires qui sont organisés, etc., etc. Et voilà. Et puis on a ces 2 clubs je dirais, avec lesquels on souhaite avoir de très bonnes relations, qui sont considérés comme étant 2 clubs très, très, très formateurs. Voilà. Et après, je veux vraiment que le LOSC ne fasse pas de promesses qu'il ne puisse pas tenir. Vous savez, moi, je préfère pas signer parfois un document et toujours être là quand il faut, plutôt que se faire des belles promesses ou de signer des documents, etc., et puis finalement pas tenir voilà. Donc, je crois à un LOSC ouvert, à un LOSC collaborateur, parce que
s'il y a des footballeurs professionnels, c'est parce qu'il y a des clubs amateurs qui travaillent très bien. Je peux poser une deuxième question? Je t'en prie, Julien, profites-en. C'est gentil. Le tour de table ne passera pas de nombreuses fois, contrairement aux autres semaines, Ah visiblement. d'accord, alors j'y vais alors. De quoi? Tu as parlé de l'objectif du président qui t'avait été fixé d'ici 3 ans, d'avoir 6 joueurs capables de jouer dans le 14 majeur, c'est ça, hein? Oui, bien sûr, d'être dans l'effectif. Après, bon, moi, être dans l'effectif, c'est une chose, mais j'aimerais bien qu'il soit, oui, dans les 14-15 majeurs. Donc moi, j'en retire 2 infos. C'est d'abord que la majorité des efforts, j'imagine, actuellement, sont concentrés sur les générations 16-17 ans nationaux. Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Et la deuxième info, c'est que donc le projet de Merlin Partners, c'est un projet quand même moyen terme, parce que si on a cet objectif, c'est que dans 3 ans, on va encore être là quand on s'appelle Merlin. Et ça, c'est une info. De toute façon, moi, je ne peux pas répondre sur une question comme celle-là. La seule chose que je Elle est taquine, Jean-Michel, je te le conseille. Elle est un peu taquine. La seule chose qu'Olivier m'a dit quand on discute avec lui, c'est que ça faisait partie de leur projet et que pour eux, la formation était extrêmement importante. Voilà, ça c'est ce qu'on m'a dit. Voilà. Après, moi, je n'ai pas rencontré les gens de Merlin Partners. J'ai qu'un seul, j'ai 2 référents, c'est Olivier Létang et Didier Roudet. Ce sont les 2 personnes avec lesquelles Sylvain. Après, je bosse aussi avec Sylvain Armand. On a des connexions avec la cellule. Aujourd'hui, notre volonté, par exemple, on avait une réunion ce matin avec Olivier, c'est de mutualiser la cellule de recrutement. On ne veut pas une cellule de recrutement pour les jeunes et une cellule de recrutement pour les professionnels. On veut une cellule de recrutement pour le club. Vous comprenez? Avec une gestion d'effectifs qui soit, je dirais, préparée, objective, qui se dit attention, à ce poste-là, on risque de perdre ce joueur-là dans telle année, il faut qu'on prépare. Voilà. C'est ça aussi le plan de travail. Je ne dis pas que ça va se faire comme ça, je ne dis pas que ça va se réaliser systématiquement, parce que je ne veux pas vendre du rêve, mais c'est comme ça que ça devrait être fait, et c'est comme ça qu'on essaie de développer notre projet. J'en ai une dernière, vraiment. Après j'arrête, je laisse la main. On te repassera la parole encore une fois, Julien, mais vas-y, pose la dernière question. Allez, en sortant de ce France-Belgique, je voulais savoir si, pour les parents belges, le LOSC était aussi attractif qu'à l'époque d'Hazard, d'Origi et de Miralas, parce que tu as cité ces jeunes des Hauts-de-France, Cabaye, Debuchy, Dumont, qui ont fait le succès du LOSC, et en particulier le doublé en 2011. Mais est-ce que ces autres jeunes qui étaient les Belges, qui sont arrivés jeunes chez nous, et donc qui t'ont été confiés en l'occurrence par leurs parents, est-ce que ça peut encore être possible aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore une attractivité du LOSC pour les Belges? Oui, on a encore pas mal de Belges qui viennent chez nous. La grosse différence par rapport à avant, c'est qu'on avait un énorme temps d'avance au niveau de la formation par rapport à la Belgique. Et ce qu'on proposait et ce qu'on produisait était bien plus intéressant. Voilà. Aujourd'hui, il y a des clubs qui se sont organisés. Je pense, Anderlecht quand même possède un vivier incroyable, même si peut-être il y a des choses qui peuvent être faites comme ça. Il y a au niveau de la Flandre, il y a Genk qui reste quand même un excellent club formateur. Et aujourd'hui, pour moi, il y a le meilleur club en Belgique aujourd'hui, c'est le FC Bruges. Et je peux vous dire qu'au FC Bruges, ça bosse, mais du feu de Dieu, croyez-moi. Avant de passer la parole à Baptiste, Georges, as-tu une question? Y a-t-il des questions sur les réseaux sociaux? Y en a-t-il autant que celle de Julien? Non, enfin, il y a plus de réflexions sur lesquelles je reviendrai après, mais je voulais quand même, moi, je m'interrogeais d'abord, enfin, plus une réflexion, une question derrière, autour de justement 2021. On avait assisté dans les rues de Lille à une scène en liesse et on avait tous remarqué ici que ce public qui émergeait au LOSC, qui crée de l'ambiance, c'est un public extrêmement jeune. Et je me dis, il y a là peut-être source
parce que cette jeunesse, c'est peut-être aussi une jeunesse qui joue au foot, c'est peut-être il y a une vraie émulsion, je pense, aujourd'hui au LOSC. Je le vois même sur le littoral où les gamins, comme mon fils jouait, au début où je suis arrivé ici, les gamins portaient tous des maillots à l'effigie de l'OM ou un club aux couleurs rouge et jaune dont je ne connais pas, mais voilà, il y avait quand même, et petit à petit, le LOSC est quand même incrusté, je dirais, dans le bien commun de la région. C'est un club, ce qui n'était peut-être pas le cas enfin, au XXe siècle, à l'époque où on n'avait pas un tel rayonnement. Donc, c'est peut-être en effet le moment de revenir sur la région. Et la question que je vais me poser, c'est suite à une rencontre que j'ai eue avec vous à Rexpool il y a une dizaine d'années. Vous étiez avec Rudy Garcia. Et en fait, vous évoquiez le principe de la cooptation, comment les jeunes arrivaient sur le LOSC, où il y avait des fois un suivi, c'est-à-dire qu'il y avait cette espèce de timing. Le choix, ce n'était pas celui de l'entonnoir, où finalement on prenait plein de jeunes de façon très quantitative pour en avoir très peu à l'arrivée, mais il y avait aussi finalement tout un travail de suivi des jeunes dans leur club et les faire arriver à un moment spécifique où vous les sentiez plus aptes ou plus mûrs à être, je veux dire, à intégrer Donc, je voulais savoir, est-ce que ce suivi il existe toujours au niveau justement des différents clubs? Enfin, est-ce qu'il est question de retravailler comme ça, en fait? Alors, le fait d'avoir énormément de jeunes dans un club professionnel, je pense que c'est une connerie. C'est ça. Je pense qu'un club professionnel, aujourd'hui, ne doit se consacrer qu'à l'élite, quel que soit l'âge auquel… voilà. Et parce qu'il y a une chose qui est importante, c'est que quand on prend un gamin dans un club professionnel, on l'amène avec tous les rêves qu'il a dans la tête et on doit surtout laisser les enfants rêver parce que les enfants doivent rêver, mais nous, on ne doit pas leur vendre du rêve. On doit les accompagner dans leurs rêves, mais on doit quand même les amener tout doucement vers la réalité parce que il faut faire attention. Parce que quand un enfant se rend compte qu'il ne va pas y arriver, qu'il ne va pas pouvoir rester, c'est toujours un crève-cœur. Et dans le boulot que j'ai fait, devoir annoncer, ça, je pense que c'est la chose la plus dure. J'ai géré des professionnels, j'aurais dit on va changer, on ne va pas te garder, on va passer à autre chose. J'ai dû le faire aussi avec des entraîneurs, parfois malheureusement. Mais c'est toujours des périodes difficiles. Mais le dire à un enfant, je crois qu'il n'y a rien de plus compliqué. Parce qu'on a l'impression qu'on casse ce rêve. Donc, moi, mon objectif, ça va être de resserrer l'élite au maximum et de ne pas aller trop rapidement déranger des enfants dans des clubs amateurs simplement parce que il faut qu'on prenne, quoi. Vous voyez, le souci, si vous voulez, c'est que la métropole lilloise, notamment, est une région très prisée. Et on a une concurrence de plus en plus importante. Cette semaine, par exemple, on a appris qu'un club comme Reims venait faire des journées de détection du côté de Roubaix. Donc, voilà, alors qu'ils n'ont pas le droit de prendre, sur des 12 ans, alors qu'ils n'ont pas le droit de les recruter. Donc, c'est totalement déstabilisant. Et finalement, ça ne sert pas à grand-chose, mais ça fout le bordel. Et pas le droit, c'est des conventions tacites ou… Comment? Quand tu dis pas le droit, c'est des conventions tacites géographiques ou c'est juridique? C'est la Fédération française qui t'oblige à ne pas… Il n'y a pas un gamin qui peut aller à Reims avant l'âge de 15 ans. D'accord. Tu vois. Donc, par contre, ils peuvent faire signer des ANS, des accords de non-sollicitation, à l'âge de 13 ans. Tu vois. Mais là, ils viennent voir des 11 ans, des 12 ans, dans le but de leur faire signer un accord de non-sollicitation pour les recruter à 15 ans. Mais tu te rends compte que de l'âge de 11 ou 12 ans à 15 ans, tu t'imagines tout ce qui peut se passer. Voilà, donc c'est un peu ridicule, quoi. Donc j'essaie de faire attention à ça, et c'est pour ça que nous, déjà, quand on a des gamins à Ouascal, à Lambersart, à Roubaix, à Tourcoing, etc., il ne faut pas qu'on aille recruter les joueurs de Roubaix et de Ouascal, il faut qu'on aille recruter le joueur de Roubaix et de Ouascal. Toute la différence se situe à ce niveau-là. Parce que on m'a fait le reproche parfois, et pas à moi spécialement, mais sur ce qui s'était passé, qu'il arrivait parfois qu'on aille, que LOSC aille chercher 5 ou 6 joueurs dans un club. Ils détruisaient l'équipe du petit club d'à côté parce qu'ils avaient une bonne promotion.
Je n'étais pas sûr que ça allait le faire. Et ça j'estime que stratégiquement, ce n'est pas bien joué. Donc là, il ne faut pas qu'on tombe dans la connerie non plus, sous prétexte de faire du recrutement et que rien ne nous échappe. Il faut qu'on soit en capacité à mieux cibler et à mieux analyser les choses, parce que ça peut être destructeur de faire croire des choses, et notamment sur les aspects psychologiques. Donc, il faut qu'on soit responsable. Donc, la question je ne sais plus comment est son prénom, du monsieur de Georges Maritime, voilà, c'était assez pertinent parce que l'impact psychologique est aussi très important. Quand on est formateur, on ne peut pas ignorer des choses comme ça. On n'est pas des broyeurs. Un formateur, c'est tout le contraire d'un broyeur. Il faut qu'on soit vigilant. Voilà. Après, il y a toute une concurrence. Il y a même mes recruteurs, mes scouts qui sont agressifs. Même. Je dois calmer parfois cette agressivité. En même temps, ils sont là pour ça aussi. Donc il y a tout un équilibre à trouver et j'essaie de le faire. Et voilà. Après, je ne dis pas que c'est toujours bien fait, je ne dis pas qu'on ne fait pas d'erreur, je ne dis pas qu'on est fantastique, mais je dis simplement qu'on va essayer d'être quand même respectueux par rapport à ça. Georges, y a-t-il des commentaires sur les réseaux sociaux? Alors, un petit peu en lien, on parlait de cooptation, il y a quelqu'un qu'on connaît bien ici, Marcel Vieux, qui posait la question des agents et notamment comment contrôler les agents. Donc pour rejoindre un petit peu ce qui se passait maintenant, on parle même de clubs qui viennent, mais donc les fameux agents, comment contrôler les agents. Et l'autre question, et j'ai trouvé intéressante, alors il y a beaucoup de commentaires, il faut que j'en file, j'ai pas l'habitude. C'est une question autour de la section féminine. Il y avait des questionnements justement par rapport à des déclarations de Rachel Saidi qui demandait est-ce qu'il y a un pont prévu avec les sections féminines sur un projet de jeu et donc je suppose sur un projet de formation. Voilà, c'est les deux questions. Après, il y a beaucoup de commentaires, des références notamment au papa de Jean-Michel qui était aussi formateur à une époque que j'ai bien connue, où je pense que le centre de formation, c'était un terrain rouge derrière la station-service. Il n'y avait pas les mêmes moyens. 20 équipes sur ce. Ouais, 20 équipes. Une horreur. Et mon vieux, il disait, si on se sort soit du fait d'être silicosé par le terrain rouge, la poussière du terrain rouge, ou pollué par la station essence l'hiver, on fera une carrière. Ouais, plus le périph' qui passait, c'était la totale. Donc oui, c'était la question sur les agents de joueurs. Donc, alors, les agents de joueurs, c'est comme les chasseurs. Il y a des bons. Les chasseurs. Vous voyez ? Il y a toujours une balle dans le fusil. C'est un peu pareil. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en fin de compte, le problème des agents, c'est que un agent, en fin de compte, il ne peut intervenir, voire gagner de l'argent, seulement quand le joueur a 18 ans. Un agent ne peut pas gagner d'argent sur un joueur mineur. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait normalement pouvoir savoir. Donc, normalement, il devrait prendre au joueur à 17 ans. Et voilà. Sauf que maintenant, il y a des agents qui ont gagné beaucoup d'argent en suivant des joueurs. Et il y a un tas de personnes qui se sont inspirées agents, et notamment dans certains endroits où il y a du talent. Il y a certains quartiers à Roubaix, par exemple, où les talents pullulent. Il y a des gamins extraordinaires qui sont issus parfois d'une mixité. C'est magnifique, la région de Roubaix, de Tourcoing, etc., de voir tous ces gosses qui sont comme ça. Et il y en a qui ont compris qu'ils pouvaient peut-être un peu s'organiser les choses pour faire ça. Et là, vous avez affaire à des accompagnateurs qui sont plus des pseudo-conseillers que des agents, qui ne connaissent pas grand-chose au métier. Et là, on se retrouve parfois dans des situations un peu délicates, puisqu'avec des personnes qui pourraient penser plus à leur intérêt personnel qu'au développement du gamin. Et là, vous êtes dans la merde quand vous avez ce genre de situation. Alors moi, je ne suis pas contre le fait qu'il y a un tonton, qu'il y a un grand frère. Le dernier tonton malheureux que j'ai connu, c'était avec notre ami Tovin.
Tonton Adil. Tonton Adil, donc pour les vieilles anecdotes, et je n'ai pas gardé un bon souvenir. Donc, voilà. Mais c'est ça qui est un peu embêtant, quoi, parce qu'après ça, il y a des agents qui font bien leur métier. J'en ai encore reçu 2 cet après-midi, où les mecs, ils ne vous emmerdent pas à la vie avec question d'argent. Ils sont basés sur le projet de leurs joueurs, sur le développement de leurs joueurs. Et là, vous vous dites, bon, on a plaisir à travailler avec vous. On doit reconnaître que les agents aujourd'hui sont des vrais acteurs du monde du football. Il faut faire avec eux. Donc, il faut savoir communiquer, échanger, etc. C'est ceux qui ne sont pas de vrais professionnels et qui pensent plus à leur intérêt personnel qu'au développement de leur enfant, de l'enfant qu'ils accompagnent. Ceux-là sont ouais, ça fait écho, ça me fait penser finalement, c'est peut-être aussi l'histoire d'Anelka avec ses frangins qui a été complètement bouffé, enfin qui sont improvisés agents et qui lui ont fait faire des choix un peu désastreux dans sa carrière aussi, quoi. Dans l'éducation d'un enfant, la pire des choses, c'est l'intervalle. Ça commence par dire papa et maman, le petit va voir son père pour lui demander s'il peut sortir. Il a 17 ans et papa, il dit tu ne peux pas sortir, tu as un match demain. Et il va voir sa mère et la mère, mais il est con papa, pourquoi il ne te laisse pas sortir, tu as 17 ans, tu peux y aller. Attends, mais je veux le voir papa. Donc là, on est dans la merde. Et ben, avec les agents, si vous essayez de mettre de la rigueur, vous essayez de faire comprendre aux gamins que s'il ne se comporte pas comme ci, pas comme ça, et que dans la foulée, il prend son téléphone portable et qu'il va pleurer et mettre sa tête sur l'épaule de son agent qui lui dit « T'emmerdes pas, mon petit gars, s'ils te font chier dans ce club, on va en trouver un autre. » Là, on est dans la merde. Voilà. Et là, on perd toute notion d'exigence, d'éducation, etc. Donc ça, c'est les mauvais chasseurs. Voilà. Il est 21h10. Alors, nous avons encore plein de questions sur les réseaux sociaux, sur les différents médias à te poser, Jean-Michel. Baptiste, qui a coupé son micro, mais qui va le rallumer, en a certainement quelques-unes. Avant de lui passer la parole, c'est moi qui vais poser une question aux auditeurs et aux internautes qui nous suivent sur le bistrot d'Allez Losc. La semaine prochaine, nous rencontrons Séville. Séville, un haut lieu du football, qui va rappeler aux plus anciens d'entre nous un match épique de l'équipe de France, France-Allemagne. La question, elle est simple. Ce match France-Allemagne, vous vous en souvenez, vous en avez entendu parler, notamment par l'attentat commis par Harald Schumacher sur Patrick Battiston. La question est simple. Le premier qui répond sur les commentaires du groupe Facebook remporte une place en tribune active pour voir le match Lille-Séville. La question, qui a remplacé Patrick Battiston dans l'équipe de France le jour du match, après sa blessure? Merci au pilier du bistrot et notre invité de ne pas donner d'indice pour le moment. Allez-y. Baptiste, je te passe la main. Tu as une question pour Jean-Michel. Ouais, exactement. Donc, bonsoir Jean-Michel. Alors, vous êtes arrivé le 20 avril 2021, recruté par Olivier Létang, qui exprimait, je cite, la volonté du LOSC de revaloriser cette politique de formation et d'en faire à nouveau un atout sportif puissant pour le club, sa performance, son identité dans la durée. Alors, moi, j'ai une question. Pouvez-vous nous dire si vous avez joué un rôle dans la venue de Jocelyn Gourvenec, tant celui-ci est connu pour le lancement des jeunes? On sait qu'à l'interview de lundi donnée à La Voix des Sports, il avait rappelé qu'il avait lancé Ludovic Blas, Marcus Coco, ou encore les Français internationaux Jules Koundé ou encore Aurélien Tchouaméni, qui performent avec Monaco. Donc, quel a été votre rôle dans la venue de Jocelyn Gourvenec au LOSC? Aucun rôle. Voilà, donc c'est aussi clair que ça. La seule chose que je puisse te dire, c'est qu'il y a quelques années, j'ai casté Jocelyn au moment où il fallait choisir un entraîneur à Paris avec M. Sédou, parce que c'est quelqu'un pour lequel j'avais de l'estime et justement qui avait cette capacité à ne pas avoir peur de lancer certains jeunes dignes de ce nom, hein, parce que là aussi, il y a un entraîneur qui ne fait pas jouer les jeunes de la formation, etc. Il faut aussi que les jeunes de la formation méritent d'aller jouer chez les professionnels. C'est toujours facile de critiquer un entraîneur et là, c'est l'avantage que j'ai eu aussi d'avoir géré les professionnels, c'est que je sais à quel point l'exigence est forte
et que quand on est formateur, pleurer, ouais, mais l'entraîneur, il ne nous prend pas nos jeunes, etc. Mais que les jeunes méritent d'aller chez les professionnels. Et là, on pourra commencer à discuter. Par contre, je suis très heureux qu'il soit là, mais le choix a été fait par une seule personne, Olivier Létang, et jusque le dernier jour, je ne savais pas que c'était lui qui allait venir. Ça a été un choix du président. Et je trouve qu'il a fait un bon choix. Et même si ça a été parfois peut-être un peu critiqué, etc., je trouve que Josselin, d'abord, est humainement et en tant que personne, est une personne de grande qualité. Et voilà, il fallait juste lui laisser un peu le temps de découvrir son effectif. Il a voulu être extrêmement respectueux de vouloir bosser dans la continuité de ce que faisait Christophe Galtier l'année dernière. Là, pour le coup, j'ai été un des acteurs de sa venue, puisqu'on m'en avait posé la question, et j'avais dit qu'il fallait qu'on prenne un entraîneur français expérimenté qui parle la langue et qui connaît bien l'effectif. Mais sur Josselin, comment dire, c'est directement le choix d'Olivier Létang. Je trouve qu'il a fait un très bon choix. Et je pense que Josselin Gourvenec, au fur et à mesure du temps qui passe, démontrera qu'Olivier ne s'est pas trompé. Alors justement, on parlait de Josselin Gourvenec qui était capable de lancer des jeunes. Est-ce que parmi l'effectif des jeunes Lillois, il y a déjà des jeunes qui pourraient intervenir dans l'équipe assez rapidement? Olivier, sur les réseaux sociaux, nous parle notamment de José Bica. Est-ce qu'il a déjà le niveau ou est-ce que ce serait trop tôt pour le faire monter en équipe première? Alors, j'ai 2 ou 3 joueurs qui auront le niveau pour aujourd'hui, pour intégrer l'équipe professionnelle, notamment la prochaine saison. Voilà. Mais dire aujourd'hui qu'ils sont directement prêts à pouvoir amener un plus au sein de l'équipe professionnelle, je dis non. Ils ne sont pas encore suffisamment prêts à pouvoir… Si tu les mets un quart d'heure, 10 minutes dans une équipe qui tourne bien, ils ont l'habitude. Ils font souvent des entraînements avec les pros, des oppositions avec ou contre les pros. Donc, et quand tu les vois jouer, ils ne dépareillent pas du tout. Hein. Des fois, tu te dis, bon, mais attention, je pense que ces gamins-là ont encore des choses à acquérir pour pouvoir capitaliser suffisamment de compétences pour pouvoir y aller. Et là aussi, j'ai un principe, c'est, je pense que quand on a des qualités, du talent, comme c'est le cas de 2-3 de ces joueurs-là, c'est pas très dur d'aller jouer au niveau des professionnels, croyez-moi. Par contre, rester dans l'effectif professionnel, c'est beaucoup plus dur. D'accord. Alors, j'ai une question qui est proche de la précédente. En début de saison, le LOSC a refusé de monter en National 2 pour rester en National 3. Est-ce que donc, la réserve du LOSC ne joue pas à un niveau peut-être trop faible qui empêche ou rend plus difficile justement cette transition vers l'équipe première? Et question, est-ce qu'il est prévu des partenariats avec des équipes de seconde division, par exemple, pour faire monter un peu les jeunes en puissance, comme on voit par exemple en ce moment avec Chevalier au poste de gardien? Alors, je vais clairement répondre, et là c'est bien parce que je peux m'exprimer et pas seulement qu'on écrive des mots, qu'on fasse des phrases sur un journal, parce qu'il y avait ce que j'avais dit, mais pas complètement ce que j'avais dit. Et là, je vais donner toutes les raisons de ce choix. Première chose, l'année dernière, quand j'arrive, je tombe avec un effectif au niveau de l'équipe réserve, sur des joueurs qui ne sont pas conservés au niveau de l'équipe professionnelle, des joueurs professionnels, qui reviennent notamment de près du Portugal et de Moucron. Et quasiment 98% de ces joueurs-là veulent se barrer. Et ils ne veulent pas rester. Donc, et moi, aujourd'hui, les jeunes qui sont en dessous, ils ne sont pas prêts, ils sont immatures, ils sont tous 17 ou 19 ans, et il y a un mercato à gérer où je ne sais absolument pas avec quelle équipe je vais jouer, parce que je n'ai pas le temps de préparer, et je gère un héritage. Donc, voilà pourquoi je me suis dit, oh là, où on va?
Parce que si j'avais voulu jouer avec mes perdreaux au niveau de la Nationale 2, je pense que ça aurait été pas loin d'être très, très compliqué. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que quelque part, j'en ai rien à foutre d'être en National 2. Et je vais vous expliquer pourquoi j'en ai rien à foutre. Parce qu'aujourd'hui, je préfère jouer en National 3 avec des 16 ans, des 17 ans ou des 18 ans maximum, une ou deux saisons. Parce que plus un joueur va jouer en réserve, plus un joueur va faire un grand nombre de matchs en équipe réserve, moins il aura de chance d'être professionnel. Donc, j'estime que quand on approche la 19e année, soit on rentre dans le groupe pro, soit il faut qu'on soit prêté. Parce que ça soit la 3e division, la N3 et même la N2, alors la N2, on va dire, oui, mais c'est quand même mieux, mais on n'en a rien à foutre. À 19 ans, on doit être chez les pros. Pas être titulaire, mais dans le groupe pro, s'entraîner avec des pros pour apprendre avec des joueurs professionnels ce que c'est que le métier. Donc aujourd'hui, si tu n'es pas foutu d'être en capacité à faire ça, il ne faut pas que tu restes au club. Et si tu as les compétences pour, mais qu'il te manque un peu de maturité, la maturité, il faut aller la chercher. Soit dans un club partenaire, avoir un club partenaire, je trouve que c'était une bonne idée, notamment Moucron, par exemple. Peut-être pas le Portugal, mais Moucron, je trouvais que c'était une très bonne idée. Et la preuve, c'est que je l'avais instruit il y a quelques années. Et sinon, il faut que tu sois prêté dans un club dans lequel tu as un entraîneur qui a envie de te recevoir et qui va continuer à te faire bosser et qui va te donner du temps de jeu. L'exemple de Chevalier, par exemple. Voilà pourquoi aujourd'hui, la Nationale 3, ça me va très bien. Et l'année prochaine, tu verras, en Nationale 3, on va souffrir parce que quand tu vas voir l'âge des minots qui vont y jouer, tu vas te dire, ils sont fous, là. Et là, on va se mettre en difficulté. Je vais essayer de faire comme les pros, je vais essayer d'avoir deux tauliers, mon espèce de fond de thé à moi et mon espèce de comment il s'appelle au milieu de terrain, Benjamin André. Donc, je vais essayer des mecs qui vont devenir des futurs éducateurs au LOSC et que je vais former pour devenir des éducateurs et qui vont gérer des minots de 17 ans. Et après, quand ils auront 17, 18 ans, 18 ans et demi, hop, soit ils seront prêtés parce qu'ils n'auront pas le niveau pour entrer, ou soit ils vont directement, en espérant qu'il y en ait le plus possible, à 19 ans pour être dans le groupe professionnel. Parce qu'à 19 ans, si tu es un très très bon joueur, un joueur digne de ce nom, tu dois rentrer dans le groupe professionnel. Avant de poser les trois dernières questions, je vous laisse trois questions. Je voulais annoncer qu'on avait la bonne réponse sur les réseaux sociaux. Le remplaçant de Patrick Battiston lors du match France-Allemagne en 82, c'était, alors je vais vous laisser donner la réponse. Qui veut répondre parmi les piliers du bistrot? Christian Lopez. Christian Lopez, tout à fait. Alors, on a trois bonnes réponses. Je pense que c'est encore une fois Kevin de Parlons LOSC qui a donné la bonne réponse, mais très élégamment, comme il a gagné la semaine dernière, il laisse sa place au deuxième, qui doit être Olivier Dier. Alors, Olivier, on te contactera après l'émission pour voir comment te donner la place. On échangera par le biais de Messenger. Voilà. Qui veut poser l'antépénultième question à Jean-Michel? Stéphane n'a pas posé de question encore. Si, Stéphane. Pardon. Moi, j'en ai une alors. L'an dernier, Jean-Michel, on parlait de système de jeu unifié. On parlait d'un système de jeu de l'équipe 1, entraîné par Christophe Galtier, qui serait dupliqué à toutes les catégories de jeunes. Qu'est-ce que tu penses de ça et est-ce que c'est encore à l'ordre du jour? Moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Je pense que l'équipe réserve doit jouer exactement comme l'équipe première. Ça, c'est une bonne chose. C'est impératif parce que ça facilite l'intégration du jeune qui joue en réserve au niveau de l'équipe première. Par contre, en 19 ans, allez, ça doit s'en approcher, mais en 17 ans, dans les équipes en dessous, et notamment toutes les équipes qui jouent à 11, donc jusqu'à 14 ans, je pense que ces équipes-là, elles doivent apprendre à avoir un tronc commun de connaissances de façon à jouer peut-être dans une organisation à 3 derrière, une organisation à 5, une organisation en 4-4-2 en losange, en 4-4-2, en 4-3-3, avec 3 milieux de terrain, etc. Parce que moi, je veux bien, mais quand on sait que l'espérance de vie d'un entraîneur, c'est 2 à 3 ans,
quand tu changes d'entraîneur, si l'autre entraîneur a dit désormais, moi je veux plus ça, tu dois, et tu dois tout refaire ton truc par rapport à ça. Donc voilà. Moi je pense que ça doit être fait peut-être seulement au Barça ou à Manchester City, où tu sais que tu auras toujours des entraîneurs qui feront, et encore, hein, tu vas garder Pep Guardiola pendant 10 ans parce que c'est le meilleur entraîneur du monde. Là, je veux bien comprendre que jusqu'aux 18 ans, 17 ans, il y a quelque chose qui soit fait comme ça. Mais au LOSC, on doit s'attendre aussi, qu'on le veuille ou non, que l'entraîneur soit viré ou qu'il veuille pas rester, hein, parce que les deux se disent et les deux se font aussi, c'est que moi, je suis partisan jusqu'à 17 ans qu'il y a un tronc commun de connaissances avec différents apprentissages de systèmes, etc. Par contre, plus on monte au niveau de l'âge, plus on doit s'approcher de comment joue l'équipe première. Ça, je suis d'accord. Donc, ne pas vivre dans le fantasme du Barça, quoi. Il y a un Barça, il n'y en a pas 25 dans le monde, quoi. Mais tout le monde aimerait être Messi. Tout le monde aimerait être le Barça ou Manchester City, etc. Mais moi, je dis que le bon entraîneur, c'est celui qui est en capacité à utiliser et à tirer la quintessence du potentiel joueur qu'il possède. Voilà, pour moi, c'est ça un bon entraîneur. Qu'il joue en 8-5-2 ou en 45-12, franchement, j'en ai rien à foutre. C'est juste le mec qui est en capacité à tirer la quintessence des joueurs de son équipe. Voilà. C'est ça pour moi, un bon entraîneur. Stéphane, tu veux poser une dernière question? Oui, une dernière question. Tu parlais, on avait perdu un petit peu la partie formation, on avait aussi perdu un petit peu la partie des anciens. Donc, comment faire le trait d'union? Alors, tu en as fait revenir quelques-uns, mais c'est vrai que à l'époque, il y avait je ne sais pas si ça peut se faire aussi, des espèces de parrainage avec des anciens qui viennent un peu chapeauter quelques jeunes. Est-ce que ce qui se fait en bas ne doit pas aussi être consolidé par le haut, quoi, par le bout de la chaîne qui est l'ancien joueur? Comment faire ce lien en fait entre ces valeurs de club qui se sont un petit peu perdues? Je veux dire qu'il faut vraiment une volonté des deux côtés, quoi. C'est une vraie question et c'est vraiment ce que j'aimerais pouvoir faire. Voilà. Ça, c'est un objectif. Je crois énormément à la transmission des valeurs et de ce qu'on a reçu. J'estime que quand on est lossiste, on doit vraiment avoir les valeurs du club. Et si je pouvais m'entourer que de gens qui ont les valeurs et qui ont le profil dont tu parles. Parce qu'on voit bien qu'il y a des anciens, Pascal Sigan, Greg Taforo, D'Amico, ils sont là, le LOSC au cœur, et ils sont impatients. J'ai passé 3 jours avec eux. Est-ce que tu t'imagines le rêve que ça serait pour moi d'avoir un D'Amico clair. Ah, nous aussi. Le rêve que ça serait. Voilà. J'en ai parlé d'ailleurs à Olivier d'ailleurs qui est sensible à ça, puisqu'à un moment donné, il me parlait même peut-être d'en faire un ambassadeur, mais les D'Amico, c'est En termes de valeur, c'est incroyable. Ces anciens, ça peut être aussi des bons scooters, je ne sais pas comment on dit, au niveau des clubs régionaux aussi. Bien sûr. Mais il y a un tas de choses à faire. Voilà. Après, il ne faut pas qu'être ancien. Il faut aussi. Oui, non, c'est sûr. Parce que la bataille doit être rude régionalement, avec Lens, Valenciennes, Dunkerque, Boulogne. Et il faut aussi savoir se positionner, quoi. C'est sûr. Je vais juste aller brancher, sinon je vais perdre je vais plus avoir de batterie à mon ordinateur. Et juste, je remarquais, on peut même tirer le trait. Hein. Les 2 entraîneurs qui ont été champions de France avec le LOSC, Rudy Garcia et Christophe Galtier, sont 2 anciens joueurs du LOSC. Ouais, donc, ce qui prouve que cet aspect de transmission de valeurs qu'ils ont connues en tant que joueurs, on peut quand même imaginer qu'ils ont su le restituer à leur groupe en ayant vécu ces valeurs en tant que joueurs. Ça, c'est quand même exceptionnel. Hein. Ouais, Thierry Froger aussi. Non, mais. Georges, est-ce que Georges, t'es taquin.
Est-ce que tu as une Je question derrière ta taquinerie ou est-ce qu'il y a des questions ou des réactions oui, sur les alors, réseaux sociaux? il y avait une réaction, bon, je vais la poser vite fait, parce que vraiment, il a insisté pour que j'en parle. Voilà, c'est Parlons LOSC. Alors, je vais peut-être un petit peu plus généraliser sa question, parce que voilà, il parle d'un jeune prodige qu'il a vu de 13 ans qui respire le foot. Donc, la question, c'est de savoir s'il était possible de le présenter à Jean-Michel, et donc savoir un petit peu, hein, justement, au niveau de la détection, comment ça va. Mais moi, la question que je voulais poser aussi, elle est un petit peu en lien avec ce qu'on évoquait justement, hein, la stratégie de l'entonnoir. Je pense à tous ceux qui n'y arrivent pas. C'est finalement au niveau de l'accompagnement et de la formation hors football. Donc, j'ai bien compris ce qu'il faut aussi, c'est pouvoir préparer les jeunes à l'alternative d'un plan B, d'un projet de carrière qui ne serait pas celui d'un pro. Et donc, et là, la question que je me pose, parce que c'est quand même les faire passer du rêve à la réalité. Est-ce que pour les enseignants de façon, enfin les enseignants qui sont plus dans le lien général, c'est pas parfois une difficulté, c'est pas compliqué quand même de devoir amener un jeune à cette éventualité-là qui ne devienne jamais professionnel, quoi. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand tu as 18 ans, tu ne gardes pas un joueur qui a été formé depuis l'âge de 12-13 ans, qui a fait tout le cursus, etc. Il faut savoir positiver à mort le fait qu'il ne réussira pas chez nous, quoi. Voilà. Mais si par contre tout a été bien fait, il doit pouvoir rebondir ailleurs. C'est ce qu'il faut se dire. Parce que, et je dois dire quand même que si à la base il a des qualités et qu'il a bossé comme un fou, aussi bien intellectuellement, qu'il a été respectueux comportementalement et qu'il a fait ses gammes au niveau du foot, sincèrement, il devrait ne pas être à la rue. Et par contre, il subira quand même cette espèce de décharge psychologique qui est assez pénible parfois à vivre et à digérer. Mais c'est vrai qu'on voit des fois beaucoup de jeunes, joueurs de division inférieure, que ce soit anciennement le CFA, maintenant National 1, qui sont issus de ces centres de formation et qui, à mon avis, donc ne vivent pas du métier. La question, voilà, ce que je veux dire, c'est vraiment, est-ce que les jeunes, eux, sont prêts ou est-ce que c'est extrêmement compliqué? Je sais que j'accompagne des jeunes sur des projets de vie professionnelle et là je me dis un jeune qui rêve d'étoiles, le ramener à une réalité, ça doit être quand même d'un point de vue pédagogique quelque chose de très compliqué, non? Mais ils n'acceptent pas hein, au départ, Ouais. je leur dis. Et quelque part, ça me va bien aussi qu'ils n'acceptent pas. Parce que, d'abord parce qu'on n'a pas la science infuse, on ne détient pas la vérité, et ce n'est pas parce qu'il ne réussit pas là qu'il ne réussira pas ailleurs et qu'il ne rebondira pas ailleurs. Il y a eu des cas, bien commence par RI, ça finit par BI. Ouais, ben oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Un garçon comme Franck Ribéry, c'est un garçon qui a vécu un parcours extrêmement chaotique et qui a fait une des plus belles carrières de footballeurs français. Donc, moi, je leur dis, n'acceptez pas ce qu'on vous dit, mais par contre, essayez de retenir certaines choses qui ont été importantes, mais n'acceptez pas le fait qu'on vous dise que voilà. Mais j'essaie vraiment, c'est pas quelque chose qui tombe comme ça du jour au lendemain. Les gamins dont je sais qu'ils ne seront pas conservés sont préparés bien à l'avance. D'accord. Ce qui n'a pas été le cas à l'intersaison. Hein. Parce que moi, j'ai dû annoncer à des gamins que je ne connaissais même pas qu'on n'allait pas les garder. Et j'en ai gardé malgré tout parce que je me disais, c'est pas possible. Je les avais vus, le peu que j'avais vu jouer, voilà, il y a eu quand même une espèce de démission qui a été faite, qui était limite. Voilà. On peut pas jouer avec le psychologique d'un enfant. C'est très dangereux. Sans aucune liaison, Baptiste, est-ce que tu as une dernière question pour Jean-Michel avant de passer sur la dernière partie de l'émission, en fait, qu'on fera très courte sur le prochain match de Clermont? J'en ai pas spécialement, non.
Non, j'en ai plus. Alors, je vais en poser une à ta place. Une Vas-y. question de Jo du Temple, donc un haut lieu de célébration des résultats du LOSC sur le parvis du Stade Pierre-Mauroy, qui fait référence en fait je ne vais pas dire à un football alternatif, mais est-ce que le LOSC compte s'appuyer sur un sport comme le futsal, par exemple? Est-ce que c'est un domaine de progression dans la formation du club ou dans le recrutement? Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous travaillez? Oui, oui, parce que il y a une chose qui manque de plus en plus au football aujourd'hui, c'est le fait que les gamins, hormis encore dans certains endroits, ne jouent plus dans la rue. Et le futsal peut être une très très bonne alternative de cette chose-là. Parce que quand on jouait dans la rue, quand on faisait des 4-4, des 5-5 entre copains, on obtenait une espèce de technique naturelle qui nous était donnée et qui était extrêmement importante. Et là, autant on doit développer les choses d'une manière académique, mais de temps en temps, cette espèce de folie qui nous permet de tenter les choses un petit peu comme ça, sans code véritable, etc., j'estime que c'est important. Donc, je ne dis pas que c'est en place, mais c'est en réflexion. D'accord. Je vous propose de clore le sujet formation sur cette dernière question. Je suis désolé, on en a beaucoup d'autres qu'on aurait pu poser, mais l'horloge tourne et nous avons été très bavards sur le sujet. En tout cas, ça montre encore une fois que la formation est un sujet qui passionne les supporters du LOSC parce que nous avons énormément de vues et de réactions sur cette émission. Avant de conclure, et je vous propose un très rapide tour de table, il est déjà 21h34, on a déjà débordé, sur le prochain rendez-vous du LOSC équipe première, donc après la reprise internationale, le match de Clermont. Je vous propose juste un tour de table. Comment vous voyez ce match contre Clermont, qui a fait un début de saison plutôt sympathique et qui finalement semble ralentir fortement depuis notamment une déroute contre le PSG, contre Rennes. Baptiste, on va commencer par toi. Comment tu vois ce match entre Lille et Clermont? Alors, comment je vois ce match? Pour moi, je pense on va le gagner. Maintenant, il va falloir aussi voir nos problèmes d'attaquant. Je pense que ça va être assez problématique. Qui va être aligné devant? Je pense que déjà, Clermont, c'est la dernière victoire, elle date de il y a 2 mois. Donc, ils sont vraiment dans le dur. C'est l'équipe qui a encaissé le plus de buts, avec 20 buts. Donc, ils sont vraiment dans le dur. Il faut vraiment essayer de les offenser encore plus, entre guillemets. Donc, j'espère qu'on va gagner. Je pense qu'on va gagner. Faudra voir après cette reprise de matchs internationaux, entre guillemets, mais je pense qu'on devrait s'imposer dans ce match. Julien, Oh, c'est à Julien, moi. c'est à toi, oui, je suis désolé. Comment tu vois les forces et faiblesses de Lille par rapport à Clermont, et notamment avec la reprise des internationaux et de certains qui vont arriver très tardivement de très très loin en géographie? Écoute, je le sens très très mal parce qu'on n'aura aucun supporter présent dans le parquage visiteur. Donc évidemment, c'est une pirouette pour aborder 2 secondes cette problématique parce que je trouve que c'est scandaleux qu'on ait été interdit de déplacement jusqu'à la fin de saison. S'il y avait des sanctions à prendre, elles devaient Fin être... d'année, hein. Hein? Fin Jusqu'à d'année. la pardon, 2021. Il y avait des sanctions individuelles à prendre certainement contre certains individus, mais sanctionner tous les amoureux du LOSC qui font les déplacements. Et je pense en particulier à nous, les Dogs de Paris, qui ne pourront pas faire le plus gros match de la saison pour nous, c'est-à-dire le PSG Lille du Parc des Princes. C'est terrible. Enfin, je vais pas vous mentir, on le vit super mal, on est hyper déçus. Moi, c'est le match que je fais avec mon gamin tous les ans. C'est l'occasion de voir jouer le PSG. On sait à quel point les places sont chères. Premier billet à 150 balles. Là, on peut aller voir ce match-là avec notre club et contre un des plus grands clubs européens. Voilà, c'est juste dégueulasse. Donc ça, c'était juste une boutade, une pirouette pour dire que je trouvais cette décision-là injuste. Et sinon, non, je le sens très bien. Je le sens très bien parce que le rythme de Clermont est pas bon. Comme l'a dit Jean-Michel tout à l'heure, on a ce sentiment que Jocelyn Gourvenec a de plus en plus la main sur son équipe. Une équipe qui a enfin digéré l'intersaison avec certainement des joueurs déçus du mercato, de ne pas être partis alors qu'ils pensaient partir, etc. Et on sent un groupe qui est remobilisé vers un objectif commun. On sent un groupe qui court ensemble, plus solidaire. Donc, enfin, franchement, quand on joue comme on joue et quand on retrouve ce qu'on était capable de faire l'an dernier,
je ne pense pas que Clermont-Ferrand puisse poser problème. Georges, tu veux réagir? Ouais, double réaction sur ce que. D'abord, Clermont, bon, je les ai quand même vus jouer contre Monaco, ça joue pas mal, hein. Et sincèrement, ils sont battus à la maison sur Monaco. On sent que ça se fragilise en deuxième mi-temps psychologiquement. Mais si à la mi-temps, ils ont 2-3 buts d'avance, il n'y a rien à dire parce que Monaco a été franchement baladé. Mais bon, je pense que si on est sur la dynamique du moment, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais je pense que c'est un match qu'il faudra prendre très au sérieux. On ne gagnera qu'à partir du moment où ça jouera très sérieusement. Et petite réflexion sur ce que disait en effet Julien sur les parquages, par-delà le côté moral de savoir si c'est sympa ou pas. Moi, je voudrais juste relever le côté absurde parce qu'on l'a vu la semaine dernière, les Marseillais interdits de parquage, ils étaient quand même là et en nombre. Ce qui fait qu'au bout du compte, on a juste eu un parquage, mais un parquage sauvage au milieu, c'est-à-dire sans aucun cordon de sécurité. J'ose pas imaginer ce qui va se passer pour le match à rejouer à Nice, où les Marseillais risquent de se retrouver au cœur du public niçois, quoi. Le match se jouera à 3, me semble-t-il, hein, et non pas à Nice. Sur terrain neutre, ouais. Ouais. Et puis, tu as raison, et pour aller au bout de ce que tu dis, Georges, avec des supporters lillois qui se sont fait cracher dessus pendant le match à Pierre-Mauroy, avec ce semblant de cop marseillais, là. Enfin, c'est absurde, on marche sur la tête, alors que si les gars ils avaient été dans le parquage, il n'y aurait pas eu de problème parce que le parquage au LOSC est ultra sécurisé, quoi. Enfin, c'est débile, c'est complètement débile. À quel moment on va se rendre compte qu'il faut prendre des sanctions individuelles, quoi. Enfin, y compris pour le huis clos, hein, même chose. Je ne trouve pas normal que Lens soit condamné à jouer en huis clos à cause de 17 abrutis, enfin à cause d'une Ils étaient plus nombreux. Oui, mais bon, même une cinquantaine d'abrutis, ceux-là, tu les évacues. 17 000. Mais... Selon la police. On va revenir sur le sportif et sur le match de Clermont. Stéphane, qu'en penses-tu? Ouais, je suis un petit peu comme de l'avis de Georges. Je dirais, comme dirait la célèbre citation des Auvergnats, à la Saint-Clermont, n'oublie pas de saquer dedans comme Balmont, parce qu'il va falloir y aller. Ça va pas être tout simple. Il faudra s'imposer de suite. En plus, c'est pas facile après des matchs internationaux. Il faut se replonger dans le championnat, la fatigue des déplacements. Enfin, naturellement, je souhaite la victoire et je pense qu'on est largement capable de le faire. Mais je serai plus malin à la fin du match qu'au coup de sifflet du début. Jean-Michel, pour terminer, je ne te demanderai pas ce que tu penses du match, mais une question peut-être un peu plus précise. On l'a déjà évoqué en partie tout à l'heure. Le gros sujet de ce match, c'est la ligne d'attaque. Bourak est suspendu. On a Jonathan David et Timothy Weah qui rentrent de outre-Atlantique, qui rentrent, je crois, jeudi matin et vendredi. Comment gérer pour Jocelyn Gourvedec cette situation? Il y a certes d'autres joueurs comme Yazice, mais est-ce que ce n'est pas le bon moment pour faire monter un jeune en équipe première, au moins sur le banc, et lequel tu prendrais? Je pense qu'aujourd'hui, il y a un effectif malgré tout, avec des garçons comme faire jouer Weah et faire jouer peut-être Jonathan David, tous les deux qui reviennent de loin, c'est peut-être un peu risqué, mais il ne faut pas oublier quand même que ces garçons-là ont 20 ans. Et que même si on a un peu voyagé, quand on a 20 ans et qu'on veut réussir une carrière de footballeur professionnel, on doit dépasser ce cadre-là. Donc, et si c'était une fatigue qui se répétait sur des voyages, tous les matchs, etc., mais moi, je n'attache pas d'importance à cette chose-là. Parce que quand on veut jouer la Coupe d'Europe, un match tous les 3 jours, quand on veut être international, etc., la fatigue, ça sera quand ils ont 30 ans, 40 ans, mais pas à 20 ans. À 20 ans, on doit être heureux d'être sur le terrain et heureux de galoper sur le terrain. Et même s'ils peuvent faire qu'1 heure, eh bien,
qui fassent 1 heure en se défonçant, en donnant le maximum d'eux-mêmes. Et je pense qu'il faut commencer par ne pas chercher d'excuses et au contraire, se dire que du haut de nos 20 ans, on va tout bouffer. Bien, sur ces excellentes paroles, je vous propose de terminer ce 5e bistrot d'Alleux-et-Losc. Alors d'abord en remerciant Jean-Michel de sa venue. Merci d'avoir accepté notre invitation, Jean-Michel. Je vous en prie, c'était un plaisir. C'était un plaisir pour moi de partager avec vous. Et c'est un plaisir partagé en tout cas par tous les auditeurs. Tu auras l'occasion de lire les réactions si tu vas voir la rediff. Je ne suis pas très réseaux sociaux, hein, j'y vais pas beaucoup. Je suis venu pour vous, mais je ne suis pas venu par rapport à ça. On t'en a fait un résumé, mais en tout cas, on peut t'assurer qu'il y a énormément de réactions et beaucoup de réactions très positives sur ta venue et sur le projet, finalement, Formation du LOSC, qui est un pôle d'espoir, en fait, pour l'avenir du club après des périodes qui, même si on a été champion, donc ont été un peu troubles dans les coulisses, on va dire. Je voulais remercier les piliers du bistrot d'Alleux-et-Losc. Donc, merci à Stéphane. Merci à Georges, merci Baptiste, merci Julien. Je voulais remercier tous les internautes qui ont participé directement ou indirectement à l'émission. Donc, spéciale dédicace à Olivier qu'on contactera pour la place pour Lille-Séville. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, mardi 20h30. Et d'ici là, bien sûr, comme chaque semaine, allez le LOSC. Salut, merci Jean-Michel. Salut, merci de vos questions. Merci Jean-Michel.